Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur le danger des déchets électroniques. Un expert élabore sur l'impact négatif des déchets électroniques sur le continent africain et partage des solutions. De plus, les experts recommandent une 3e dose du vaccin Covid, mais cela suscite la polémique. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Des millions d'enfants et d'adultes dans le monde risquent de tomber malades à cause des déchets électroniques générés par les appareils électriques ou électroniques à la fin de leur durée de vie utile. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les déchets électroniques contiennent des substances toxiques telles que le mercure, le plomb et le lithium, ce qui pose un grand risque pour la qualité de l'air et la santé humaine. Cela peut endommager certains organes chez l'être humain, y compris le cerveau, le cœur et le foie. Les déchets électroniques sont souvent exportés vers les pays sous-développés où les travailleurs des secteurs de recyclage informel et les communautés vivant à proximité des décharges sont exposés à des produits chimiques dangereux. L'OMS déclare que les femmes et les enfants sont les plus gravement touchés par l'impact des déchets électroniques dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Beaucoup d'enfants jouent dans ces déchets ou y travaillent avec les adultes. Justin Mullen-Kandakian nous en dit plus, récit de Marius Muhunga. Jusqu'à 12,9 millions de femmes travaillent dans le secteur informel des déchets, ce qui les expose potentiellement à des déchets électroniques toxiques et les met en danger ainsi que leurs enfants à naître. Selon l'OMS, les enfants exposés aux déchets électroniques sont particulièrement vulnérables aux produits chimiques toxiques qu'ils contiennent. L'OMS affirme que l'élimination actuelle des déchets électroniques, comme la combustion à l'air libre des matériaux, ou le chauffage et l'utilisation de sel de cyanure, d'acide nitrique ou de mercure exposent les personnes travaillant et vivant à proximité de ces zones à des produits chimiques toxiques. Cela provoque des problèmes de santé tels qu'une altération de la fonction pulmonaire, de la fonction thyroïdienne et des maladies cardiovasculaires. Les déchets électroniques peuvent également causer des dommages à l'ADN associé à l'exposition au plomb et au nickel. Une action efficace et contraignante est nécessaire et cela de toute urgence pour protéger des millions d'enfants, d'adolescents et de femmes enceintes dans le monde dont la santé a été compromise par le traitement informel des appareils électriques et électroniques mis au rebut, autrement connus sous le nom de déchets électroniques. Le rapport de l'OMS révèle que 53,6 millions de tonnes de déchets électroniques ont été produits en 2019 et que seulement 17,4% ont atteint des systèmes formels de gestion ou de recyclage de déchets. Une partie importante des déchets électroniques expédiés vers les pays à revenus faibles et intermédiaires ne peut pas être remise à neuf ou mise à jour, de sorte que le fardeau de leur élimination incombe aux pays destinataires. Au Nigeria, la technologie ITERA vise à faire la différence grâce à l'éducation et à aider à éliminer correctement les déchets électroniques afin de réduire les risques pour la santé. Nous les éclairons sur les dommages causés par la mauvaise gestion des déchets électroniques et par exemple la combustion de câbles le jour et la nuit, etc. Ils savent exactement ce qui arrive à leur corps lorsqu'ils le font. Ils sont donc encouragés à faire les choses de la bonne manière, ce qui est respectueux de l'environnement. Les Nations Unies affirment que les déchets électroniques sont les types de déchets ménagers à la croissance la plus rapide au monde, principalement alimentés par des taux de consommation plus élevés d'équipements électriques et électroniques, des cycles de vie courts et peu d'options de réparation. Les agences des Nations Unies appellent à une action plus forte sur la gestion des déchets électroniques dans le monde entier.
Fabrice Kapiamba est chercheur à l'Université des sciences et technologies du Missouri, ici aux États-Unis. Il nous en dit plus sur les dangers des déchets électroniques en Afrique et comment pallier ce problème. Dans des pays en développement, c'est-à-dire les pays du tiers-monde, c'est un problème qui commence à se poser depuis un certain temps, puisqu'on se rend compte que ces pays reçoivent des dons qui viennent des pays développés en termes d'appareils électroniques. Mais ces appareils sont presque à la fin de leur vie, c'est-à-dire que ces appareils ont des dates d'expiration, des fonctionnements qui est presque à terme. Ceci dit, c'est comme si des pays développés envoient les déchets électroniques. Pas nécessairement les appareils électroniques dont les pays en développement ont besoin, mais les déchets électroniques. Or, les pays en développement ou des pays sous-développés n'ont pas développé des politiques de recyclage, ils n'ont pas développé de l'information ou même des poubelles pour recevoir ces appareils électroniques. Et on se rend de plus en plus compte que dans ces poubelles, des poubelles de recyclage, bien sûr, des appareils électroniques, ce sont les femmes enceintes parfois et les enfants qui y travaillent. Et ces enfants n'ont pas suffisamment d'équipement pour leur protection et cela cause beaucoup plus de maladies. Les femmes enceintes, par exemple, pour les femmes enceintes, par exemple, on se rend compte qu'elles mettent au monde des enfants qui ont très peu de poids par rapport à la normale. Et il y a aussi les enfants qui naissent prématurément. Il y a des risques de cancer. Il y a des risques de pneumonie, puisque souvenez-vous que ces métaux, ils incluent des métaux qui sont carcinogéniques, c'est-à-dire qui peuvent créer le cancer. Donc, ça attaque le système respiratoire, ça attaque le système reproductif et surtout, ça attaque le système neurologique, c'est-à-dire que le cerveau peut aussi être endommagé. Donc, c'est très sérieux et ça devait être pris au sérieux. La première des choses que je peux conseiller, c'est qu'on devrait d'abord informer. Donc, c'est la première des choses. Le public et toutes les couches de la population devraient être informées, c'est-à-dire que votre travail, notre travail, les médias et autres devraient d'abord informer et que l'information touche toutes les couches de la population, y compris les décideurs, c'est-à-dire que les parlements de ces pays, qu'ils soient informés et qu'ils prennent des mesures législatives, bien sûr, des politiques bien déterminées pour se rassurer que ces déchets électroniques, qui du reste lucratifs et qui devraient être encouragés, ne deviennent une source pour certaines maladies. Donc, c'est ça le plus important à faire à ce stade. De nouveaux variants du coronavirus plus puissants émergent et des rapports montrent que l'efficacité de certains vaccins diminue. Face à cela, certains pays développés ont commencé à fournir des vaccins de rappel aux populations déjà vaccinées. Mais de nombreux experts de la santé disent qu'ils ne sont pas nécessaires, du moins pour l'instant. L'OMS affirme que les vaccins disponibles devraient d'abord être destinés aux personnes non vaccinées dans les pays sous-développés. Mariama Diallo explique, récit Abdourahmane Dia. Après de nombreux appels pour mettre davantage de vaccins à la disposition des pays pauvres, l'Organisation mondiale de la santé demande un moratoire sur les pays riches qui veulent administrer une troisième dose à leurs citoyens. Nous ne pouvons pas et ne devons pas accepter que les pays qui ont déjà utilisé la majeure partie de l'offre mondiale de vaccins en utilisent encore plus, alors que les personnes les plus vulnérables du monde restent sans protection. La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré que les États-Unis faisaient leur part, mais voulaient également être prêts au cas où des rappels seraient nécessaires plus tard. Nous pensons que c'est un faux dilemme et que nous pouvons faire les deux. Hier encore, nous avons annoncé que nous avons franchi un cap important de plus de 110 millions de vaccins donnés au reste du monde. C'est plus que tous les autres dons combinés. Et nous avons également commencé à faire don des 500 millions de doses de Pfizer que nous avons achetées.
La Chine s'est également engagée à fournir 2 milliards de doses de vaccins à d'autres pays cette année, promettant de faire un don de 100 millions de dollars à COVAX, le programme qui vise à distribuer des vaccins aux pays à revenus faibles et intermédiaires. Pendant ce temps, Israël est devenu le premier pays à offrir une 3e dose du vaccin Pfizer aux citoyens plus âgés. D'autres pays, comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, démarrent en septembre. Des experts se prononcent. Je pense que le moratoire de l'OMS vise à réduire les implications d'une 3e dose aux États-Unis et en Europe sur l'approvisionnement mondial en vaccins et je pense que c'est un effort très important pour vraiment établir l'équité. De toute évidence, nous avons beaucoup de gens dans le monde qui n'ont toujours pas reçu leur première injection. Et je pense que c'est sur cela que nous devons nous focaliser d'abord. Je pense que ce que nous devons faire, c'est de continuer à rappeler à tous qu'il ne s'agit pas d'une pandémie aux États-Unis et d'une autre pandémie en Afrique. Il s'agit d'une pandémie mondiale. Le mois dernier, Pfizer a demandé aux autorités américaines d'autoriser une dose de rappel de son vaccin dès que possible. C'était sur la base d'études montrant une érosion de l'efficacité du vaccin après 6 mois, ainsi qu'une efficacité réduite contre le variant Delta. Les gouvernements à travers le monde prennent diverses mesures pour arrêter la 3e vague de l'épidémie de Covid-19 ou réduire l'impact du variant Delta. Nous vous avons demandé votre avis sur ce qui est fait. Voici vos réactions de Paris, France. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre patience et on aimerait beaucoup avoir votre témoignage sur cette 3e vague pour vous. Est-elle réalité ou fiction? Pour moi, ça varie entre les deux. Parce que ça peut être une réalité parce que il faut qu'ils mettent dans le subconscient des gens qu'il faut qu'ils se vaccinent. Et comme c'est une fiction, pour moi c'est une fiction parce que la 3e vague en tant que telle, elle n'existe pas puisque ils ne nous disent pas la vérité sur les chiffres et que les hôpitaux ne sont pas aussi remplis tels qu'on veut nous le faire croire. Donc pour moi forcément la 3e vague elle n'existe pas. Voilà. J'ai été vacciné par contrainte médicale. Je suis un traitement, j'ai été malade et par rapport à la maladie il fallait que je me fasse vacciner. Mais par contre, quand je me suis fait vacciner, ça ne m'a pas empêché de contracter la maladie 2 semaines après. C'est juste pour dire que le vaccin n'empêche pas qu'on contracte la maladie et que le vaccin, je n'y crois pas parce qu'un vaccin en tant que tel, c'est 10 ans pour être développé. Et là, ce n'est pas un vaccin. Vous êtes un des rares à avoir accepté de faire le vaccin. Qu'est-ce qui vous a motivé? Chaque chose, il faut pas hésiter de faire des choses. Si vous avez... Personne, son docteur, ça lui, toi-même. Donc, si vous avez décidé de faire quelque chose, n'hésitez pas, faites-le. Moi, je trouve que je sens que c'est bien. Voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. Et dans votre famille? Je n'ai pas regretté aussi. Moi, personnellement, je ne ferai pas le vaccin parce qu'il y a eu des preuves et ça, pour moi, ça ne me convient pas. Le vaccin il a été fait trop rapidement. Et qu'est-ce qui pourrait être fait selon vous pour stopper la 3e vague si ce n'est pas le vaccin? Un confinement et que tout le monde essaye de faire un effort pour ce confinement où tout le monde essaye de faire des efforts pour mettre le masque et tout ça, mais cette histoire de vaccin... Pour moi non, car le vaccin a été fait trop rapidement. Il a été testé sur des personnes. Les personnes, il y en a, ils sont tombés dans le coma direct à la suite. Il y en a qui sont morts. Déjà, pour arrêter la 3e vague, il faudrait ne pas obliger les gens à faire un vaccin. Car le vaccin, nous sommes dans un pays où nous avons la liberté d'expression et nous ne sommes pas obligés de faire le vaccin si nous le voulons. Si nous ne voulons pas le faire, parce que Macron il avait dit qu'il n'allait pas nous obliger à faire le vaccin, mais là, nous nous sentons oppressés et... C'est dans le sens où si on ne fait pas le vaccin, on ne peut rien faire, nous ne sommes plus libres de nos mouvements. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @LenorMoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.